Zinabé. Je vous propose aujourd'hui donc une autre forme. L'idée, c'est de changer de forme de dispositif à chaque fois. Et là, de vous proposer plutôt de travailler à partir de vos questions, faire un question-réponse sur des sujets des questions qui comptent pour vous. Donc, je vais vous proposer de noter vos questions dans le chat. C'est la petite bulle en bas, blanche ou bleue pour vous avec des lignes. Vous notez des questions autour de la thérapie, de l'accompagnement, de la psychopathie, des points sur lesquels vous avez envie qu'on travaille. Et puis, je vais vous proposer au fur et à mesure d'aborder ces questions quand elles apparaissent. Voilà, je choisirai des questions au fur et à mesure et puis la personne énoncera, je dirais par exemple, c'est Véronique qui a une question, je dirais à toi Véronique, elle nous présente sa question et puis j'y réponds. Si vous avez des commentaires, vous utilisez le chat pour cela. Voilà. Je vous redis aussi, vous avez puisqu'on est en train encore de faire des tournages, donc vous avez la chaîne YouTube, Docteur Guillaume Poupard. Sur cette chaîne, vous avez un ensemble de vidéos sur la psychopatho, sur des thérapies spécifiques, sur des points clés de l'accompagnement. Donc, vous pouvez visiter cette chaîne, vous abonner. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires parce que c'est ce qui donne la visibilité aussi de notre chaîne. Donc, c'est une façon de soutenir le travail qu'on fait, ces moments offerts là, des rendez-vous psychopratiques et puis aussi les supervisions. Et si vous avez des sujets qui comptent fort à vos yeux, n'hésitez pas à les transmettre, à nous envoyer des sujets sur lesquels vous avez envie qu'on travaille ensemble. Voilà, donc peut-être avez-vous commencé à marquer des questions. J'attends que vous notiez des questions, des points que vous avez envie de travailler. Et puis quand on en a comme ça quelques-uns, on va pouvoir commencer. Vous avez le chat, donc à droite, des questions de psychopatho, des questions d'accompagnement technique, théorique, des questions que vous posez dans vos accompagnements. Voilà, on a Philippe qui arrive, je pense que c'est Philippe Chevaux, Philippe CH, qui vient d'arriver. Si c'est ce Philippe-là, c'est Philippe, et voilà, c'est lui, je le vois. C'est ce Philippe qui va intervenir chez nous sur l'énéagramme. Philippe est un spécialiste de l'énéagramme avec une vision spirituelle, énergétique aussi de l'énéagramme et on va mettre en place, il y a un prochain séminaire de 3 jours, un premier séminaire de découverte et on travaillera sur l'énéagramme. Ça a été une belle rencontre avec Philippe en psychopatho. Il est venu suivre un séminaire psychopatho et il a amené son regard énéagramme et je pense que c'est une vraie richesse pour ceux qui s'intéressent à la psychopatho, voilà, d'avoir une grille de lecture qui est complémentaire, qui est simple d'accès et en même temps qui amène une grande richesse qui respecte toute la complexité de la psychopatho et pour lequel on peut avoir des outils techniques, des grilles de lecture sur les processus, sur les mécanismes. Et voilà, et c'était léger. Je lui ai demandé qu'il me fasse mon profil. Il m'a dit exceptionnel, profil exceptionnel. Donc, vous voyez, déjà, ça démarrait bien, notre rencontre. Et, Commercial. et le fait, en même temps, c'était vrai, donc je le comprenais. Et le fait qu'il analyse le profil, je disais que ça me donnait vraiment pas seulement des points de compréhension sur comment je fonctionne, ça, je retrouvais ces points-là, mais ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça nous donne des pistes pour la thérapie, le coaching, l'accompagnement. Voilà. OK, vous êtes en train de continuer à arriver. Voilà, Laurence qui nous dit, nous entend bien. Voilà, on a une première question. Béatrice qui dit, voilà, je suis hypnothérapeute, je voulais savoir si vous connaissiez une formation basique, gratuite en psychopatho sur Internet. Non, sinon je vous aurais dit. Alors, je ne sais pas ce que c'est basique sur les points clés. Là, on va tourner à un moment un explicatif du modèle que je propose, qui est un modèle spécifique.
C'est un modèle spécifique. Pourquoi? Parce qu'il tient compte à la fois des processus, qui est une notion centrale que j'ai amenée en psychopatho, mais aussi du fait qu'on travaille avec une grille d'analyse qui tient compte du rapport à soi, du rapport aux autres, du rapport au monde et du rapport à plus grand que soi. Ça, c'est le cœur de la grille de diagnostic que j'utilise en psychopatho. C'est 4 rapports. Comment l'individu se traite, négocie avec lui-même, négocie avec les autres, négocie avec le monde, négocie avec plus grand que lui. C'est la vision transpersonnelle. Et de là, ça nous donne des pistes pour repérer si la personne est plutôt dans le champ, dans la structure de la névrose, de la psychose, des perversions ou des addictions. Et le point important, c'est de penser 4 boîtes. Ça, c'est une spécificité en psychopatho, c'est d'avoir rajouté la boîte des addictions. Pour moi, les addictions, c'est pas transnosographique. On ne peut pas être un névrosé addict, un psychotique addict ou un pervers addict. Si on est addict, c'est une structure à part entière, comme on a la névrose, comme on a la psychose ou comme on a les perversions. C'est une structure à part entière parce que chez les addicts, le rapport à soi, le rapport aux autres, au monde et à plus grand que soi est vraiment spécifique, de la même façon que chez les névrosés, tous les névrosés ont un rapport à soi, aux autres, au monde à plus grand que soi qui est différent de celui des psychotiques ou des pervers. Donc après, sur des formations gratuites sur Internet, il doit y en avoir beaucoup. Moi, je vous inviterai à regarder qui sont les professionnels qui enseignent ça, est-ce qu'ils ont les compétences et surtout l'expérience de terrain qui va vous permettre d'avoir des outils, mais aussi sur leur grille théorique. Ça veut dire qu'une formation en psychopatho pour des praticiens en thérapie brève, en hypnose, mais qui est axée uniquement sur une grille de lecture psychanalytique, même si la grille de lecture psychanalytique est très riche, pour moi, ce n'est pas adapté pour des praticiens du champ des thérapies brèves. Parce que ça ne répondra pas à leurs besoins, ça donnera des concepts, sera intéressant au niveau intellectuel, mais ça ne donnera pas de réponse utile pour un praticien dans le champ des thérapies brèves. Je pense juste à accepter. Merci, à tout à l'heure. Peut-être d'autres questions dans le chat. Voilà, là je me pose une question. Alors, c'est Marie Châtelet qui disait, est-ce qu'on peut faire mosaïque trauma complexe avant de faire mosaïque trauma complexe, est-ce qu'on peut faire mosaïque sur une image traumatique isolée? Alors, par rapport à ceux qui ont déjà pratiqué mosaïque, donc en quelques mots, parce qu'il y avait des demandes sur ça, mosaïque en quelques mots, on est comme dans le MDR. Mosaïque, on va s'intéresser comme dans le MDR, dans le sens où on va utiliser les stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire les mouvements oculaires, les techniques de tapping, pour pouvoir travailler sur certaines pathologies, avec certaines pathologies. Donc, ça peut être les traumas en particulier. Là, c'est la question. Mais ça pourrait être aussi, moi, j'ai étendu mosaïque aux phobies, aux troubles obsessionnels compulsifs, aux addictions, etc. Et mosaïque, à la différence de l'EMDR, même si on utilise les stimulations bilatérales alternées, avec mosaïque, on ne va pas désensibiliser une expérience traumatique. On ne va pas enlever une expérience inconfortable. On va activer des circuits neuronaux d'expériences déjà vécues, des expériences souhaitées par le client. Imaginons qu'il ait vécu une expérience traumatique lors d'un accident de voiture. À ce moment-là, on ne va pas désensibiliser l'expérience traumatique accident de voiture. On va activer les circuits neuronaux d'une expérience, de l'expérience sécurité, confort, sentiment de puissance en soi, etc., qui est une expérience souhaitée par le client. Donc, on travaille après un entretien, on va conduire un entretien,
Et après cet entretien-là, on va repérer à partir de l'expérience difficile qu'il a vécue, l'accident de voiture, quelle serait la sensation souhaitée qu'il souhaiterait vivre, sentir présente, active, à la place de l'expérience douloureuse, inconfortable. Et s'il nous amène l'expérience sécurité avec, avec un protocole spécifique, donc des étapes spécifiques, on va activer l'expérience sécurité. Et donc, par rapport à la question de Marie, elle disait, dans le trauma complexe c'est spécifique parce que trauma complexe, ça va être une récurrence d'expériences traumatiques, mais ce n'est pas la récurrence qui est importante. Ce qui est important dans le trauma complexe, c'est que c'est venu dézinguer, détruire, diminuer l'estime de soi, l'image de soi, c'est venu altérer la personnalité du client. Cette succession, cette répétition d'expériences, qui n'est pas nécessairement le cas dans un trauma simple. Dans un trauma simple, imaginons accident de voiture, la personne a vécu un accident de voiture et depuis, chaque fois qu'elle voit une voiture ou qu'elle est reconfrontée au stimuli voiture ou un stimuli auditif, visuel, etc., elle a le déclenchement. Donc, elle a une réponse de l'amygdale. Attention, il y a danger. Dans un trauma complexe, il y a eu altération de la personnalité, désorganisation de la personnalité, comme une destruction, de la destructivité au niveau de la personnalité, ce qui fait qu'on ne peut pas seulement traiter une image, par exemple un geste de violence, mais qu'il va falloir traiter cette multitude d'expériences qui sont venues désorganiser, altérer fortement la personnalité du client. C'est pour ça que dans trauma complexe, on a un protocole qui est différent, qui n'est pas la boucle de référence. Donc, quand Marie, elle dit qu'elle ne peut pas utiliser pour l'instant trauma complexe, n'étant pas formée à cela, ce qu'elle peut faire, oui, en effet, c'est prendre une expérience difficile parmi la multitude des expériences et déjà amener le client à travailler sur cette expérience pour avoir plus de confort. Imaginons qu'il y a eu un geste de violence avec, imaginons, une violence physique, des coups, et que cette image est la présente comme une multitude d'autres images liées à des expériences traumatiques vécues par cette personne-là. On pourrait déjà prendre l'image violence physique, les coups sur le visage, et travailler comme si c'était un trauma simple, donc une expérience isolée. Mais ça ne suffira pas pour la prise en charge d'un trauma complexe, parce que l'estime de soi, l'image de soi, le rapport au corps, le rapport à l'autre, et altéré et dégradé. Donc, on aura besoin de faire une prise en charge beaucoup plus globale, complexe. C'est ce que le protocole Mosaïque Trauma Complexe que j'ai écrit nous permet d'offrir à notre client. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aussi à Marie-Carmen. On a une question de Charles, je ne sais pas si c'est Charles Heim ou un autre Charles, et Charles qui nous dit, je ne sais pas si c'est la place, mais oui, c'est la place. Comment clôture-t-on le travail avec des clients? Peut-être, Charles, pose-nous ta question pour savoir comment, où elle se situe, cette question. Prends ton micro et dis-nous. Oui, je posais la question parce que le cas s'est présenté précisément aujourd'hui où je me sentais arrivé à la fin d'un travail avec une cliente et, alors je ne sais pas si j'étais maladroit ou pas, il me semblait judicieux, moi, de dire ou de lui faire remarquer que c'est la fin du travail comme si elle avait atteint un objectif. Je sais que tu n'aimes pas spécialement ça. Et je me dis, tiens, je me sens maladroit, mal à l'aise de dire ça, de dire là, c'est fini, pendant un bout de temps, on ne se reverra pas, vous pouvez revenir pour autre chose, ce sera avec grand plaisir. Et j'étais pas à l'aise de clôturer ça. Peut-être que ce n'est pas ça que j'avais à faire non plus. Mais parce qu'en quoi il y aurait besoin, en quoi serait nécessaire de dire je vais clôturer le travail? Là, ce qui est intéressant, Charles, ça veut dire que tu as fait tout un bout de chemin avec ton client par rapport à une question, par un objectif qui était le sien. Donc ça s'entend. Ce qui me permettrait de dire qu'on arrive à la fin de cette étape-là, de ce processus-là, ce serait de remarquer
que par rapport à l'objectif initial de mon client, il y a des transformations dans son rapport à lui, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde et à plus grand que lui, par rapport à la question initiale qui m'amène. Imaginons, ça puisse être que ce soit l'énurésie, que ce soit une expérience de trauma. Il s'y prend différemment, il vit différemment son corps, il vit différemment son lien avec les autres personnes, etc. À ce moment-là, l'idée, c'est pas nécessairement de clore, mais c'est de prendre acte. J'aurais plus envie de garder l'image de prendre acte du fait que ce qui l'a amené à un moment, on peut constater qu'entre ce moment où il est arrivé parce que quelque chose l'a amené, c'est-à-dire l'expérience traumatique, donc le symptôme, et là où il en est aujourd'hui dans son rapport à lui, aux autres, au monde et à plus grand que lui, qu'un chemin a été parcouru. J'aimerais plutôt tracer avec lui le chemin qu'il a parcouru pour qu'il puisse prendre acte de toutes les compétences qu'il a déployées dans le temps, plutôt que de lui dire la thérapie est finie. Parce que la thérapie, pour moi, n'existe pas. Il n'y a pas de sens de faire de la thérapie, comme il n'y a pas de sens de faire du coaching, on pourrait dire. Pourquoi? Parce que le client n'est pas malade. Le client n'a pas de problème. Juste, il ne s'y prend pas. Il n'est pas malade, il a tout ce qu'il lui faut. La seule chose, c'est que suite à une expérience, il ne peut pas s'y prendre autrement que de laisser, que d'être confronté à la violence de l'image du trauma. C'est pas qu'il a un problème et qu'il a besoin de s'engager dans une thérapie. C'est qu'il a besoin de rencontrer un autre humain avec qui il va pouvoir activer des ressources, des compétences, des stratégies pour vivre différemment ces images qui s'imposent à lui. Donc, on ne clôture pas pour moi une thérapie dans ce sens-là. Juste, on prend acte du fait d'avoir su déployer tout un ensemble de ressources, de capacités, de stratégies qui étaient déjà chez le patient, présentes et disponibles, mais qu'il n'utilisait pas. Donc, j'aurais plus envie, en tant que Charles, de lui dire, vous voyez, vous êtes venu pour ça, et regardez le chemin que nous avons parcouru ensemble, regardez comment vous êtes davantage plus celui-là que vous étiez avant, potentiellement, mais qu'aujourd'hui, comment votre espace par rapport à vous, votre espace par rapport aux autres, au monde, à plus grand que vous, comment il s'est assoupli, élargi, amplifié, aéré. Aujourd'hui, quoi d'autre, quel chemin nouveau vous avez envie de cheminer? Et si la personne dit, non, avec le chemin que j'ai fait aujourd'hui, j'ai envie de déguster la vie qui est là, alors c'est OK. Donnons-nous rendez-vous le jour où vous sentirez que dans le chemin que vous faites de votre métier d'homme, vous vous sentez immobilisé. À ce moment-là, reprenez contact avec moi et on poursuit cette route ensemble. C'est-à-dire vous proposer à nouveau d'activer vos ressources, vos moyens de vous y prendre, etc. Mais je ne viendrai pas clôturer une thérapie, sinon ça maintiendrait, pour moi, dans la philosophie, qu'il avait un problème, qu'il avait un déficit, qu'il avait un dysfonctionnement et qu'on a réglé son problème. Et ça, un ordinateur sait faire ça. Un thérapeute, la richesse, c'est qu'il propose de marcher un chemin avec son client, c'est-à-dire avec un autre humain, pour que cet autre humain se révèle davantage plus à qui il est vraiment. Donc, ça s'arrête jamais, ça. C'est pour ça que tu peux régulièrement venir me voir en formation, dans les séminaires transpersonnels et tout, parce que jamais tu finiras d'avoir envie de me rencontrer et jamais je serai désassoiffé de travailler avec toi. Sinon, de la même façon dans la formation, tu pourrais me dire, bah, tiens, Guillaume, j'ai fait avec toi l'entretien solutionniste. Bon, ben, ça y est, c'est bon, j'ai acquis ça. Bon, ben, c'est bon. Oui, tu as appris un protocole, des étapes, un process, mais il y a encore plein de choses, et ta question le prouve, plein de choses qui tout d'un coup t'amènent à dire, tiens, là où j'en suis aujourd'hui, je me questionne autour de ce sujet, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est ça ce qui fait que la formation est continue, ce qui fait que ce qu'on peut appeler la thérapie, parce qu'il faut bien nommer, ou le coaching est continu, ça veut dire toute une vie, on peut continuer ce chemin d'homme accompagné par un autre humain.
Ça donne des pistes, Charles, tu nous dis. Alors, on a, si je les prends dans l'ordre, je me pose la question d'un lieu d'accompagnement en présentiel, car je ne suis pas encore installée en cabinet. Quid si OK pour la patiente chez elle? Comment installer ce cadre? Alors ça, c'est une question qui est super intéressante. Donc, elle est assez claire de la question d'Isabelle. Pendant un long moment, j'exerçais à domicile quand je travaillais dans les Alpes chez mes clients. Pourquoi? Parce que je travaillais avec un centre de rééducation fonctionnelle et que les clients avec lesquels je travaillais, c'était des clients qui étaient ou en fauteuil roulant ou immobilisés, alités, et donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc, je ne pouvais pas les attendre dans mon bureau, ils ne seraient pas venus, donc je me déplaçais ou chez eux ou dans le centre de rééducation. Et on se retrouvait dans un dispositif particulier, ils étaient ou en fauteuil roulant, ou ils ne pouvaient pas bouger, ou alors ils étaient alités. Et là, c'est intéressant parce que le travail d'accompagnement peut aussi se faire. Mais votre cadre, ce que notre collègue Isabelle amène en disant le cadre, moi j'appelle ça plutôt les modalités du dispositif. Le cadre, pour moi, c'est la théorie. Ma théorie, mon cadre, c'est la TSE. Et le dispositif dépend de mon cadre, de la TSE. Et puisque moi, je pense que le client a toutes ses ressources, puisque je pense que ce qui est important, c'est d'activer des processus, que on peut utiliser ce qui est là présent dans l'environnement et qu'on ne doit pas nécessairement penser qu'on est assis, debout, allongé, que c'est comme ça que ça se fait, mais qu'on doit choisir les modalités par rapport à notre client. À ce moment-là, le client va te proposer des modalités particulières chez lui. Et s'il te propose ces modalités particulières chez lui, alors saisis-les. Comme en éco-psychothérapie, on peut saisir l'environnement naturel, la nature, les bois, les arbres, un terrain boueux avec des ronces, etc., pour travailler autour du processus pathologique de notre client. On peut utiliser l'environnement là, qui est la maison du client, pour pouvoir travailler. Parce que vous allez avoir une foule d'informations que vous n'auriez pas. Isabelle, tu vas être confrontée aux odeurs, au bruit de la maison. Le téléphone va sonner, alors que peut-être dans ton bureau, ça ne sonnerait pas. Il va y avoir les odeurs de cuisine qui vont apparaître à un moment. Moi, quand je travaillais, que la maman faisait la cuisine pour son fils à midi, quand j'allais consulter, je sentais le repas. Donc, ça mettait une intimité. J'avais l'odeur de la cuisson du repas qu'ils allaient avoir. L'enfant était alité. Où c'est que je me mettais? Il était allongé, moi j'étais assis. Donc, ça changeait le dispositif œil à œil, le dispositif spatial. Il y avait la déco de la chambre. Il y avait l'impossibilité pour lui de se mouvoir pour certains. Et tout ça, ça te donne autant de caractéristiques pour travailler. Moi, je trouve très, très riche parce qu'on va toucher la question de l'intime. Donc, c'est chanceux de travailler pour moi à domicile, comme c'est chanceux d'aller dans une piscine pour travailler avec un phobique de l'eau, d'aller au restaurant pour travailler avec une boulimique ou avec une anorexique. Vraiment, de prendre le dispositif spatial comme une ressource, c'est vraiment chanceux. Donc, ça pose pour moi aucun problème. Après, il faut que vous soyez clair sur la durée, sur le prix de la séance, sur ce qui est possible et qui n'est pas possible, sur poser des limites. Mais moi, je n'aurais pas envie de poser des limites préalablement à la rencontre en disant éteignez votre téléphone, vous ne pouvez pas ci, vous ne pouvez pas ça. Je laisserai venir les choses et je saisirai ce qui se passe. Je pense à un cas clinique ou une situation clinique où la maman rentrait régulièrement en disant vous avez soif, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. Elle rentrait régulièrement dans la chambre de l'enfant. À ce moment-là, ça pose la question du territoire et de l'espace. Et donc, c'est vraiment l'occasion de l'interroger avec l'enfant, avec la mère, moi, de poser cette question sur mais qu'est-ce qu'il en est des limites dans cette maison? Qu'est-ce qu'il en est de tes propres limites? Est-ce que tu as un espace de l'intime, un espace dans lequel personne ne peut rentrer? Mais ça, j'ai cette question parce que je le rencontre à son domicile dans sa chambre. Si
Je l'avais rencontré dans mon bureau. Sa mère ne serait jamais rentrée pour dire est-ce que vous avez soif, est-ce que vous voulez manger quelque chose, tiens, elle ramène le linge qu'elle vient de plier, de repasser. Vous voyez, c'est toutes ces interférences qui nous disent énormément sur notre client, sur le système familial. Méli-Mélo, peut-être, pose-nous ta question, c'est une question psychopatho. Qui est là, ouvre ton micro peut-être, et puis après, il y aura une question de Nathalie sur l'anamnèse. Oui, j'accompagne un jeune homme qui a beaucoup de difficultés, une grosse anxiété au collège. Et donc, j'ai rencontré l'équipe pédagogique, l'infirmière scolaire, la psy scolaire, tout ça. Et tout le monde est là avec ce mot de la phobie scolaire, en fait. Et donc, évidemment, c'est pas mon champ d'action à moi. Donc, pour moi, c'est pas de la phobie scolaire, c'est plus une angoisse très forte liée à certains éléments qui se déroulent au collège. Et il y a un événement qui est en trauma, qui a été décroché. Je travaille avec ce jeune homme là-dessus, mais c'est difficile d'expliquer à d'autres praticiens dans ma posture à moi. C'est pas mon rôle à moi de diagnostiquer et c'est pas ma compétence non plus. Donc, c'est très compliqué alors que c'est moi qui effectue son suivi et que la maman et l'équipe pédagogique sont très, très à l'écoute et c'est une vraie chance pour ce jeune homme. Mais du coup, je sais pas trop dans la déontologie comment me positionner. C'est assez… Donc, ta question, elle n'est pas autour du diagnostic phobie ou trouble anxieux. Ta question, elle est plutôt comment je peux partager des éléments psychopatho avec une équipe. C'est au ça, regard dans la que posture finalement, ouais. Voilà, du fait que tu ne sois pas psychiatre ou psychologue. Ce que tu peux partager, Mélanie, ce sont des éléments cliniques. C'est-à-dire de dire, voilà, ce jeune homme présente ça, 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 ça. Ça, c'est OK, tu peux dire ce qu'il présente comme signe. Et après, de savoir si ces signes, on les appelle phobie, trouble anxieux, déjà, ça va dépendre des classifications. Pour moi, si c'est un trouble anxieux généralisé, ce n'est pas le même processus qu'un processus phobique. Le processus trouble anxieux généralisé, ça veut dire qu'on a des ruminations, qu'on va avoir de l'anticipation sur le futur et que le futur va être pensé de façon négative. Alors, ça peut être par rapport au domaine école. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va à l'école, il se dit oui, mais à ce moment-là, si je vais à l'école et que on m'interroge, et si on m'interroge et qu'à ce moment-là, je ne sais pas répondre et que les gens se moquent de moi et que moi, je ne sais encore moins répondre et qu'à ce moment-là, on me dit bah alors tu es vraiment nul et que je m'isole et qu'à ce moment-là, tout le monde me regarde et que… Ça, c'est le process d'un trouble anxieux généralisé. Un trouble phobique, c'est la confrontation à un objet phobogène. C'est quand on est confronté à un élément qu'on déclenche. Ça veut dire que si on est dans une phobie scolaire, phobie sociale, ça veut dire que c'est la confrontation au regard des autres qui déclenche. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir l'anticipation anxieuse. Ça veut dire que quand ce jeune est interrogé, tant qu'il n'est pas interrogé, tout est OK. Il va à l'école, ça se passe bien et tout ça. Et quand à un moment il est interrogé par un enseignant, il voit que tout le monde le regarde et au moment où tout le monde le regarde, il se dit qu'il va être nul, qu'il pourrait dire quelque chose qui est faux, une erreur, et il est submergé à ce moment-là émotionnellement. D'accord? Mais il y a bien le stimuli regard, les yeux qui fixent des autres, qui viennent déclencher. Alors que pour un trouble anxieux généralisé autour de la thématique du scolaire, il va y avoir toute l'anticipation anxieuse, toute l'anticipation préalable. Et c'est ça qu'il va falloir décrire. Que tu l'appelles après trouble anxieux généralisé ou trouble phobique, ce n'est pas nécessaire par rapport à la place qui est la tienne. Moi, mon job, il serait de dire, voyez, c'est différent. Je pourrais dire aux instituts, voyez, ce n'est pas la même chose parce que je les inviterais à dire repérer des signes cliniques. Mais toi, ton job, il est plutôt de voir qui se fait des films ou qui réagit en immédiat. L'étiquette n'est pas importante
à poser. Toi, tu peux savoir qu'on est dans un trouble anxieux ou un trouble phobique parce que tu as suivi mes enseignements sur les processus en psychopatho. Mais il vaut mieux que tu leur décrives ce qu'il fait avec sa tête, avec son corps, avec son cœur, parce que si tu leur donnes ces éléments-là, il y a des pistes d'intervention. Dans un sens, il faudra stopper l'anticipation anxieuse. Dans l'autre phobie, il faudra travailler sur les sous-modalités sensorielles, c'est-à-dire du regard, de la luminosité, le fait d'avoir amplifié peut-être la taille de l'enseignant quand il pose une question, d'avoir amplifié les sons. Dans un cas, on travaille sur les sous-modalités, et là, les enseignants, tu peux leur donner des billes par rapport à ça. Tu peux, par exemple, si c'est la proximité et l'image amplifiée de l'enseignant, on peut proposer à ce jeune d'être interrogé par les enseignants, mais de sa place. Ce qui fait que l'enseignant est à distance, il est à son bureau, et ça, c'est plus facile pour le jeune. Si c'est des anticipations anxieuses, s'il se fait des films, à ce moment-là, il faut travailler spécifiquement sur les films qui se fait. Et ce n'est pas en présence à l'école. Ce serait de travailler sur des exceptions. Toutes les fois où il a réussi, il a été interrogé et ça a fonctionné. Toutes les fois où on lui pose des questions dans d'autres contextes et il sait répondre et ça ne déclenche pas des émotions. Comment il s'y prend différemment? On va travailler avec le jeune par rapport à ses forces à lui. C'est OK ça, Mélanie? Ok, merci. Ça me confirme que je suis dans la bonne direction. C'est qu'on m'a demandé de me positionner et là, c'était pas. J'ai senti que j'avais pas besoin de le mettre dans une case en fait et que c'était pas mon rôle non plus. Donc, c'est ça surtout qui m'avait dérangée. Bien sûr, c'est ça l'intérêt de travailler avec les processus, c'est que ça vous amène à pouvoir, même si vous n'êtes pas clinicien, psychologue clinicien, psychiatre, ça vous amène à pouvoir témoigner de ce que vous observez dans la clinique avec rigueur, le partager avec d'autres professionnels sans faire exercice d'une fonction, d'une mission qui est pas la vôtre. Et ce qui fait que d'autres professionnels qui seraient là, imaginons un psychologue scolaire qui serait là, s'il est bien formé aussi au processus psychopatho, te dirait « Ah, ça s'appelle un trouble anxieux généralisé. » Tu as repéré ça aussi, tu dis « Ah, super, merci. » Et tu réfléchis, voilà, moi, ce que je pourrais vous proposer comme outil, c'est ça pour accompagner. Et comment vous y prenez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Comment on pourrait travailler avec les enseignants? Et là, c'est super parce que tu deviens un interlocuteur intéressant, un interlocuteur d'appui, alors que si tu viens poser un diagnostic ou s'il est juste, ça va ouvrir de la rivalité, des jeux de place et de pouvoir. Et s'il est erroné, alors c'est pas pertinent. Ouais, super. Nathalie, il y avait Nathalie Turgeon, il y avait une question sur l'anamnèse. Nathalie, si tu veux poser ta question. Oui, moi, bonjour à tous. Je voulais comprendre comment vous questionnez la personne quand on s'aperçoit que le problème vient de l'estime de soi, parce que pour moi, c'est rare que quelqu'un vienne pour de l'estime de soi, mais c'est souvent la problématique derrière. Alors, j'aimerais savoir quel genre de questionnement que vous faites à ce propos-là. Pour vraiment, parce que je trouve que quand on travaille là-dessus, est-ce que la personne va me dire les vraies affaires ou c'est biaisé par ce qu'elle pense de elle? Ou je trouve ça un peu compliqué. Mais c'est intéressant. Alors, avec un accent, un magnifique accent que je connais bien pour avoir beaucoup travaillé dans ce pays-là, il me semble. Waouh! Par rapport à ta question, Nathalie, sur l'anamnèse, moi, je propose une anamnèse spécifique qui n'est pas une anamnèse, parce que l'anamnèse va être d'aller rechercher des éléments d'histoire. Donc, c'est un regard causal, un regard qui est linéaire. Ça veut dire que quand on parle d'anamnèse, si c'est ça, on va chercher dans l'histoire ce qui a pu se passer, des éléments de vie, d'histoire. Donc, on est à s'orienter vers le passé, vers ce qui était avant, à s'orienter vers ce qui a pu être des obstacles, des limitations, des déficits, de ce qui n'a pas été acquis, de ce qui ne fonctionne pas bien. En thérapie solutionniste expérientielle, on est centré
sur les ressources, sur les forces. On postule que le client a déjà tout ce qu'il souhaite. Donc, l'anamnèse n'est pas utile parce qu'on n'est pas dans une lecture causaliste. On ne cherche pas ce qui s'est passé dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise estime de lui. Pourquoi? Parce que en TSE, on ne croit pas que comprendre ce qui s'est passé dans le passé nous permet d'être différents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes, et si nous souhaitons fonctionner différemment, donc c'est une approche fonctionnelle, la TSE, si nous souhaitons fonctionner différemment, il suffit de s'y prendre autrement que de la façon dont nous nous y prenons. Donc, on n'a pas besoin de savoir pourquoi la personne a une mauvaise estime d'elle-même aujourd'hui, d'où ça vient. Est-ce qu'elle n'a pas été valorisée dans son histoire, dans son enfance? Est-ce qu'elle a vécu beaucoup d'échecs, etc. Parce que plus on va parler de ça pendant le temps d'une anamnèse, plus on va confirmer à la personne que ce qu'elle a vécu a été difficile, qu'elle n'a pas été valorisée et qu'aujourd'hui, elle n'a pas une bonne estime. C'est lié à ça. Donc, on va majorer ce lien causal. Pour quelqu'un qui aurait des troubles de l'estime de lui, je lui dirais, il faut être très courageux pour se voir comme quelqu'un de vraiment pas bien. Parce qu'on aurait tous plutôt tendance à avoir envie de se voir comme quelqu'un de chouette. Alors que vous, depuis, vous me dites quelques mois ou quelques années, vous êtes tout le temps en train de dire « je vaux rien, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver ». Mais pour ça, quel courage! Quel courage de pouvoir se dire ça de soi-même. Il faut être suffisamment fort parce que beaucoup de personnes qui se diraient « tu es nul, tu es nul, tu es nul » seraient tombées dans un état dépressif, auraient préféré se suicider, arrêter leur vie, etc. Vous, constamment, vous dites « je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien » et pourtant, vous continuez de venir en séance, de vous engager dans un travail, d'être engagé dans un couple, d'avoir eu des enfants. Mais pour pouvoir s'engager dans un couple, il faut quand même un minimum s'estimer. Ou alors être un grand sadique et vouloir vraiment, tellement on est mauvais, faire souffrir sa femme ou son mari. Maintenant que je vous ai dit ça, ça s'appelle recadrage, je lui dirai quels sont les éléments qui vous font penser que vous ne le valez pas. Alors il me dirait ça, 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 ça. OK. Et je chercherai avec lui plutôt toutes les choses où ça fonctionne. Et pour ça, je ne lui dirai pas quelles sont les fois où vous avez réussi, parce qu'il est possible qu'ils me disent bah, j'ai pas beaucoup réussi, j'ai échoué là, j'ai échoué là. Ça, c'est le train de pensée qui est son train de pensée habituel où il ne regarde que ses échecs, que ses faiblesses, que ses fragilités. J'aurais plus envie avec lui de travailler sur mais pour vous, vous estimez ce serait comment? Ce serait quoi? Ce serait sentir quoi dans votre corps? Ce serait vivre quoi? Ce serait penser quoi de vous? Ce serait vous dire quoi? Ce serait bouger comment dans votre corps? Ce serait manger quoi? Ce serait bosser comment? Qu'est-ce que serait pour vous avoir de l'estime de vous? C'est ça, c'est comme ça que je m'y prendrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, Isabelle? Non, Nathalie, pardon. Non, ça me donne une piste, là. Je n'avais pas vu ça tout à fait comme ça, mais je vais travailler là-dessus. Je vous remercie bien. Tu vois, Nathalie, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu pars avec une situation initiale en disant moi, je le vois plutôt comme il faudrait faire comme ça, je ne vois pas comment m'y prendre. Et quand on regarde non pas ce qui dysfonctionne chez toi, mais comment on pourrait faire pour que ça fonctionne autrement, tout d'un coup, tu te dis bah, tiens, je n'avais pas vu de cette façon et ça me donne des pistes. Et bien, c'est pareil, celui qui a une faible estime de lui va arriver en disant j'ai une faible estime de moi. Et il va te donner que des éléments qui confirment qu'il a une faible estime de lui. Moi, je stoppe ça et je lui demande ou des exceptions, c'est-à-dire de me montrer les fois où il a réussi, ou alors je me débrouille pour dire à mon client comment c'est quand quelqu'un ou quand vous avez une bonne estime. C'est comment? Parce que quand le patient va me parler de comment
sait quand ça fonctionne bien chez lui ou chez quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Il est obligé de le vivre dans son corps, donc il est en train de vivre ce que c'est qu'une bonne estime. Et quand il vit ce que c'est qu'une bonne estime, alors je vais pouvoir travailler avec des techniques qui sont les miens pour rendre actif et faire s'amplifier l'estime de soi. Plutôt que d'aller faire une anamnèse qui est de chercher dans le passé quand ça ne marche pas, et quand ça ne marche pas dans le passé, ensuite essayer de désactiver des expériences du passé douloureuses, de le renforcer dans les endroits où il est faible. Non, mon client possède déjà l'estime de lui, sinon il ne serait pas venu en thérapie. Je lui dirais, il n'y a que des patients qui ont une bonne estime d'eux ou qui sont suffisamment forts et courageux qui viennent consulter. Tous les autres ne viennent pas consulter parce qu'ils ne se sentent pas capables de venir parler des endroits où ils aimeraient plus s'estimer. Est-ce que c'est OK pour toi, ces recadrages comme ça? Oui, je vous remercie et je voulais savoir, est-ce que vous utilisez simplement l'hypnose pour faire cheminer la personne ou vous avez d'autres outils que vous utilisez pour ce sujet-là? Ben ça, de conduire un entretien permet de jouer avec le langage, d'utiliser des techniques de recadrage, d'utiliser des techniques d'ancrage, activer grâce au langage ou grâce à des mobilisations corporelles aussi, par exemple, l'estime de soi, réguler les états émotionnels. Et après, on peut aussi utiliser des techniques hypnotiques. On pourrait l'amener dans un état d'hypnose, c'est-à-dire dans un état dans lequel les limitations, les freins ne sont pas majeurs. Donc, on pourrait suspendre les limitations, les critiques sur lui, etc., grâce à l'état hypnotique, qui est l'état amplifié de conscience, qui est un état du tout possible. Et quand on a fait ça, on pourrait, à ce moment-là, amener le patient à faire une expérience sensorielle de il est dans une situation et ça se passe bien et donc il vit une expérience d'estime de soi. Et ça, je lui fais vivre en état hypnotique, c'est-à-dire dans un état où il ne va pas y avoir de critique, de limitation et de frein. L'hypnose, pour moi, ça sert à ça. Ça ne sert pas à enlever des symptômes. L'hypnose, ça permet, c'est juste un potentialisateur, un catalyseur, un potentialisateur de l'expérience sensorielle. Donc, il suffit de l'amener en état d'hypnose et après d'activer l'expérience sensorielle qui est souhaitée. Je vous remercie beaucoup. Ça m'éclaire. Je vais travailler là-dessus. Avec plaisir, Nathalie. Alors, un autre… il y avait juste une remarque de Myriam, là, je vois dans le fil. Énéagramme, est-ce qu'elle peut suivre en distanciel? Oui, en distanciel ou en présentiel. En présentiel, vous pourrez toucher Philippe. C'est pas mal. Et puis, vous le verrez se déplacer dans la salle en plus. C'est bien, la salle est belle, mais ça peut en effet, pour des questions de budget ou de distance et tout, se faire en distanciel. Et voilà, les conditions vidéo sont très bonnes, donc vous pouvez sans souci suivre au moins ce premier module de 3 jours à distance. Alors, on a Valérie. Vas-y, Valérie, on a une Valérie, je ne sais pas laquelle, et peut-être elle peut prendre la parole, elle nous parle d'un client qui n'est pas acheteur. C'est intéressant. Oui, bonjour. Alors, cette Valérie-là, voilà. Donc, oui, comment faire? J'ai un client avec qui me pose des difficultés, justement, parce que je sens que c'est un client… Alors, déjà, bon, c'est moins facile, parce qu'évidemment, ce n'est pas un client acheteur. Je sens qu'elle est là parce qu'on l'amène et comme voilà, et que sa maman, malgré le fait qu'elle ait 30 ans, c'est sa maman qui l'amène en disant qu'elle a absolument besoin de moi et que je l'aide, etc., etc. Mais alors, quand je suis en face d'elle, certes, elle m'énonce ses difficultés, ses problèmes. Mais alors, quand j'essaie d'avoir déjà cet entretien solutionniste, etc., je n'arrive pas à la faire entrer dans les sensations. Mais vraiment, je sens que vraiment pour elle, c'est même pas compliqué. Je pense qu'elle ne veut pas. Finalement, je ne sais pas
pourquoi elle vient, j'ai beaucoup de mal et je me dis, comment tu vas faire? Je suis démunie. Ok, très bien. La première chose que je repérerai par rapport à ta question, c'est-à-dire tu dis un client qui n'est pas acheteur, donc entre guillemets, hein, pour qu'on puisse parler, savoir de quoi il s'agit. Déjà, quand on parle de acheteur, donc client ou acheteur, visiteur, d'accord, visiteur ou plaignant, quand on parle de ces trois postures, on parle de la relation. Souvent, c'est pensé du côté du client. On dit le client est pas, mon patient n'est pas acheteur ou n'est pas client, ou il est plaignant, ou alors il est visiteur. Alors que dans le modèle initial, c'était pensé comme une relation. Ça veut dire que dans ma séance, mon client est dans une relation plaignant ou dans une relation visiteur ou dans une relation client. C'est très différent parce que ça veut dire que, Valérie, que si ton client, comme tu dis, n'est pas acheteur, ça veut dire que on doit penser que tu ne lui permets pas, dans le dispositif que tu lui proposes ou dans la modalité, de devenir cet acheteur ou ce client-là. C'est ce que tu proposes. Et là, c'est intéressant, c'est que tu repères que dans cette rencontre, tu fais ton travail, tu le mènes et c'est OK. Mais quand tu vas du côté des sensations, stop, il barre. Et c'est pour ça qu'il n'est pas client, parce que tu l'amènes dans un endroit où il ne veut pas aller. C'est comme si tu me proposais à moi de manger. Des fois, les gens insistent et essayent de faire ça. Essayer de me faire manger des tartines de beurre en me disant, mais il est bon. Et en plus, ils me disent, mais sur une tartine bien chaude et tout, du beurre fondu et tout. Alors là, encore pire, je fais ça. Et puis, mes amis canadiens me disent, oui, avec la crème de peanuts, avec le petit nounours vert ou rouge, qui est ma préférence, le petit nounours vert. Il me dit, tu en mets sur un peu de beurre. Il va m'avoir comme non-acheteur. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible pour moi d'aller vers cette expérience. Donc, si toi, tu souhaites conduire un client qui, pour différentes raisons, ne peut pas aller dans son corps et dans la sensation, plus tu vas lui proposer de faire cela, plus tu perds le lien et moins il devient client. Ce qui l'amènerait à devenir client, ce serait que tu comprennes au niveau de son processus qu'est-ce qui fait que d'aller dans les sensations, pour lui, peut lui paraître dangereux, ou d'aller dans les sensations, lui, il ne sait pas comment y aller. À ce moment-là, je chercherai déjà s'il est capable d'avoir accès à son corps. Et je lui proposerai, est-ce que vous voulez manger, par exemple, un petit gâteau au chocolat? Ça, c'est OK. Tartine de beurre, non, mais jamais il faut faire en thérapie. Mais gâteau au chocolat, très bien. Tarte au citron aussi, ça marche. Je lui proposerai ça. Et quand il mange cela, je lui dirai, comment vous aimez ça, les gâteaux au chocolat? Il me dira, oui, ça me plaît beaucoup, vraiment. Et vous préférez chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, noisette et tout ça? Et s'il est capable de décrire cette expérience, c'est qu'il est capable d'aller dans ses sensations. Et je lui dirais, comment ça fait dans votre corps quand vous mangez, par exemple, du gâteau au chocolat? Il me dit, ah, ça me fait ça. Et à partir de là, puisque là, il a une expérience de référence et qui a été possible, puisqu'il a pu aller dans son corps, je lui dirais, par rapport au sujet qui nous amène, c'est-à-dire quand vous devez prendre la parole en public, qu'est-ce que ça fait en vous? Je lui dirais, dites-moi la même chose que tout à l'heure quand on parlait du gâteau, c'est-à-dire quoi ça fait dedans? Est-ce que ça fait… Et là, je lui suggérerais même des sensations. Je lui dirais, est-ce que quand vous prenez la parole, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait? Je ferai de l'amorçage, je ferai du priming, ça veut dire je lui proposerai des sensations. Reprends le micro. Peut-être Valérie, reprends ton micro. Je l'ai fait et elle me dit, ouais, ben non, ben voilà, c'est bien. Mais j'ai dit, mais ça fait comment quand c'est bien? Alors c'est bien, ça fait ça. OK. Et ben, elle me dit, ben, ça fait bien, c'est tout. Enfin, OK. Donc ça nous dit déjà une première piste. Mon client continue à faire ça, il dit, ben, c'est bien. Et alors là, j'ouvre une deuxième questionnement et je me dirais, est-ce que mon objectif a été bien déterminé?
suffisamment précis. Et là, ça ouvre sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, cette dame, tu as la perception, ce client, tu as la perception qu'il vient, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi il vient. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui n'est pas OK dans sa vie, mais peut-être n'arrive-t-il pas encore à formuler ce qui n'est pas OK dans sa vie. Et si on n'a pas un objectif parfaitement bien défini, tout le travail qu'on va lui proposer n'avancera pas, sera inefficace ou sera difficile. Je l'ai vu 4 fois et puis moi j'ai l'impression que je peux rien faire pour elle parce que j'ai l'impression qu'elle est plaignante, elle se plaint d'un tas de choses, mais qu'en même temps elle ne veut pas se mettre en route. Ça, alors deux choses. On s'arrête sur ce que tu as dit. Elle est plaignante, elle ne veut pas se mettre en route. Elle est plaignante, c'est un constat. Et dans ce cas, tu peux nous donner des arguments. Ça veut dire si elle dit oui, ça c'est difficile, les autres font ci, les autres font ça, et moi j'ai pas ci, et moi j'ai pas ça. Ça, en effet, ça s'appelle plaignante. Deuxième phrase, elle ne veut pas se mettre en route, ça s'appelle jugement. Et ça, c'est le frein dans ton travail. Moi, je me dirais, elle est plaignante. Jugement que je ferai, c'est qu'elle ne sait pas comment s'y prendre autrement pour aller mieux et que ce qui ne va pas bien pour elle est lié à l'extérieur. Alors, puisqu'elle est plaignante, j'aurais envie de lui dire, vraiment, c'est difficile la vie pour vous. Et vraiment, vous me dites, il y a un tel, votre mère, votre sœur, le voisin, le patron, là, qui viennent freiner votre avancée. Vous aimeriez tellement avancer, c'est l'extérieur qui vient vous freiner. C'est vraiment difficile. Est-ce qu'on pourrait faire une séance où vous me listez vraiment tout ce qui est difficile et comment les gens entravent votre bien-être? C'est-à-dire, faisons une séance de plainte. Et comme elle va faire une séance de plainte, à ce moment-là, elle va pouvoir nommer tout ce qui n'est pas OK pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc, souvent, elle va se désassoiffer. À un moment, ça va s'arrêter. Et là, je lui dirai, non, mais encore, il doit y avoir d'autres choses. Et comment l'État vous limite aussi, comment votre patrimoine génétique vous gêne, comment ça, etc. Donc, je listerai ça. Et à ce moment-là, je lui dirai à quel endroit vous avez du pouvoir. Parce que si vous n'avez aucun pouvoir nulle part, alors ça ne sert à rien. Continuez à vous plaindre et je vous recevrai toutes les semaines pour que vous puissiez vous plaindre, c'est-à-dire vous décharger de ce surplus de harcèlement que les gens font dans votre vie. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Vous êtes une victime des voisins, de l'ami, de la famille, de la société. On ne peut rien. Mais sûrement, cette dame, elle va me dire, oui, mais là, je pourrais faire ça. Et on va travailler sur ce qu'elle peut faire point par point. Mais après, son profil est peut-être un profil avec dedans de la plainte. Et plus elle se plaint, plus elle se sent reconnue, entendue, appréciée. Et elle a peut-être besoin d'un espace qui est l'espace que tu lui offres pour pouvoir sentir qu'il y a un endroit où quelqu'un l'accueille et juste reçoit ce qu'elle a envie d'amener. Par contre, pour toi, c'est un peu difficile et tu te plains d'elle. C'est le dépôt en résonance et c'est normal. Il faut que j'accepte les petits pas par vraiment petits pas. Mais oui, toujours petit par petit pas. Oui. Alors, il faut que ton impulsion, ton envie de bond de géant se fasse pas, quitte les bottes de cet lieu et ça va être OK. Moi, je vais essayer ça. Est-ce que ce n'est pas la grandeur du pas qui dit la compétence du professionnel? C'est la capacité du professionnel à faire le pas qui est adapté à son client qui témoigne de sa compétence. Si, très certainement, mais là, ce qui me fait peur, c'est de ne pas arriver à le faire, ce premier petit pas. Eh bien, tu peux lui partager ça. J'ai peur de ne pas arriver. J'ai envie de vous pousser beaucoup, beaucoup. Et je ne sais pas si c'est pertinent de vous pousser, d'aller vite, vite, vite. Peut-être vous avez envie qu'on fasse des petits pas. C'est aussi ça, respecter votre rythme à vous. Ouais. Retourne à la maternelle faire un entraînement d'une semaine dans les cours de récréation. Les pas de fourmis et les pas de géants. Entraîne-toi aux pas de fourmis. Des fois, ça nous faisait gagner. Il n'y a pas que les pas de géants. Des fois, il fallait faire des pas de géants, mais des fois, c'était parce que tu faisais un pas de fourmi que tu allais gagner. Savoir faire petit, des fois, nous permet de faire grand après. Je vais essayer ça. Merci.
Ouais, merci à toi. Alors, qui on a d'autre? Je sais pas, Céline qui avait une question, ça peut intéresser nos amis coachs là, Céline qui laisse. Par rapport au pont thérapie, bref, coach évolution personnelle, peut-être dis-nous-en un peu plus. Et le temps que tu réallumes. Et pendant ce temps, Marita, il y avait juste une question de Marita très précise sur quand il y a des expériences trauma-viol, est-ce qu'on utilise le mot viol? Je dirais oui, si ce n'est pas réactif. Hop, le temps que tu t'installes, je coupe ton micro. Ça veut dire que si chaque fois que je dis le mot viol, la personne, hop, il y a une réaction immédiate, alors je dis l'expérience difficile que vous avez vécue, l'expérience d'agression. Je dirais agression, ça veut dire je modérerai le mot par rapport à la résonance émotionnelle pour pas que ça déclenche un état émotionnel trop grand. À ce moment-là, je changerai Marita. Mais si la personne, elle peut nommer le trauma, je n'aurais pas envie de dire votre trauma ou le trauma. Je préférerais dire l'expérience du viol parce que c'est comme ça que ça se nomme. Maintenant, à chaque fois que la personne, on nomme le mot viol, hop, elle tient à la calibration une réaction forte, alors je nomme pas. Non, elle revient toujours, elle nomme elle-même en disant la série de viols. Ben alors, donc je nommerai la série de viols. Je travaillerai avec ça parce qu'au moins c'est clair. Ouais, merci Marita. Céline, donc coaching. Bonjour. Oui, donc ma question c'était comment du coup la thérapie solutionniste expérientielle peut être au service du coaching quand on est coach au départ. Donc ça c'était ma première question, hein. C'était celle-là sur laquelle tu voudrais apporter un élément de réponse, si j'ai bien compris. Oui, alors déjà par rapport à ça, comment un coach ne peut pas faire de la thérapie solutionniste expérientielle? Comment les coachs ne sont pas des coachs TSE? Ça peut être que ça, le coaching, c'est que TSE. Oui, nécessairement. Parce que le coaching, il est centré sur les compétences, sur les forces du client, sur le souhait de permettre le déploiement de ce qui est. Il n'est pas normalement le coaching dans la réparation, dans la modification, dans la désensibilisation. Donc, pour moi, le coaching et TSE, un thérapeute qui est coach, un coach qui exerce en tant que coach, pour moi, il porte d'une certaine façon une grande partie du modèle de la TSE. Après, la spécificité de la TSE, c'est le E, c'est expérientiel. Ça veut dire que ce coach-là, il travaillerait spécifiquement sur les sensations, davantage sur les sensations que sur les pensées, sur les cognitions. Il serait vraiment sur chaque fois qu'il propose quoi qu'il puisse proposer, même si c'est un travail en entreprise, il pourrait dire quand vous prenez la parole avec votre staff, quand vous gérez un dossier, une négociation un tel, quoi ça fait en vous, comment ça se passe dans votre dedans pour qu'on soit dans l'expérientiel. Ok. Alors effectivement, j'avais déjà cet éclairage-là, et c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on pose la question quelle est la différence entre un thérapeute et un coach, parce que tout dépend pour moi effectivement de la forme de thérapie qu'on pratique, et que si effectivement, ce que je comprends de ce qu'on fait à Way Inside, il y a cette orientation solution qui est très présente, quoi. Oui, on est orienté solution de façon majeure. Mais solution, pas solution qu'on crée ou solution qu'on atteindra demain, parce que solution qu'on atteindra demain, c'est PNL, c'est centré objectif, centré résultat. C'est pas solution qu'on a pu déjà vivre et qu'on propose de vivre demain, ça c'est la thérapie solutionniste. La thérapie solutionniste expérientielle, c'est les solutions que vous voulez vivre demain sont déjà là en vous, donc vivez-les maintenant. Vivez les solutions, n'attendez à demain. C'est pour des questions de rides et tout ça. Si vous attendez trop, après ça ride plus. Donc, il vaut mieux vivre les bonnes choses dès maintenant. Ok, super, merci. Yes.
On avait une question technique. Louisanne, elle nous dit qu'elle souhaite travailler avec des adolescents, des enfants et les accompagner en thérapie. Elle me disait quelle formation moi je peux proposer. Ce qui est important, j'aimerais dire de façon globale, c'est d'avoir une compréhension de la psychopatho de l'enfant qui est quand même différente. Et le développement de l'enfant, c'est différent du développement de l'adulte. Et la psychopatho de l'enfant est différente de la psychopatho de l'adulte. Donc, il y a besoin d'avoir, quand on travaille avec les enfants, un bagage qui nous permet de comprendre comment, d'un point de vue psychologique et psychopathologique, fonctionnent des enfants ou des adolescents. Qu'est-ce que l'enfance? Qu'est-ce que la période de latence? Qu'est-ce que l'adolescence? Qu'est-ce que les premiers stades de développement, le nourrisson? Qu'est-ce qui se passe chez un enfant de l'arrivée, d'avant l'arrivée à, on pourrait dire, l'adolescence ou avant qu'il passe, on pourrait dire, à la phase adulte. Donc ça me semble nécessaire. Ça me semble nécessaire d'avoir des outils, des techniques qui sont ajustés à l'enfant et au développement de l'enfant. C'est-à-dire d'avoir un questionnement, d'avoir des outils avec du jeu, du ludique, des médiations. Moi, je travaille avec les enfants, avec la marionnette, avec le clown, avec le conte. C'était mes outils principaux et le psychodrame, parce que ça donne un support entre l'enfant et le clinicien. Ça met un objet qui est cet objet où la rencontre va avoir lieu. Donc, ça, c'est intéressant d'utiliser des médiations. Et après, sur des formations spécifiques par rapport à Winside, on propose une formation hypnose enfant-adolescent et il y a thérapie mosaïque avec les enfants. Thérapie mosaïque avec les enfants, ça nécessite d'avoir fait le niveau 1, donc les fondamentaux de la thérapie mosaïque, connaître la boucle de référence, savoir utiliser les SBA. Et thérapie mosaïque enfant, il y a un ensemble de protocoles à destination des enfants. C'est-à-dire, on ne va pas faire des SBA et chercher la sensation interne désirée limitante comme on le fait d'habitude avec un adulte, parce que pour l'enfant, ça ne lui parlera pas. Donc, on va utiliser spécifiquement des supports qui peuvent être des enveloppements dans des tissus, qui peuvent être du dessin, qui peuvent être des objets qui permettent de travailler avec des protocoles pour les phobies, pour les troubles anxieux, pour le travail du lien avec des traumas, du lien avec les parents, parce que le trauma aussi, chez l'enfant, c'est différent. Le psychotrauma chez l'enfant est différent du psychotrauma chez l'adulte. Donc ça, c'est une première chose. Et en hypnose, l'apport des formations chez Winside en hypnose, c'est qu'on va avoir beaucoup de choses dans le dispositif de la formation hypnose. On va avoir le développement de l'enfant, alors que dans Mosaïque, c'est plutôt la psychopatho de l'enfant. Et dans l'hypnose, c'est le développement de l'enfant. Et on va avoir beaucoup de techniques d'induction et des exemples de protocoles à destination des enfants. On va utiliser les odeurs, les sons, les goûts, etc. Alors après, si les thérapeutes, là, il y a des thérapeutes qui sont déjà formés au travail avec l'enfant, bah, c'est peut-être pas nécessaire, mais pour quelqu'un qui n'a pas cette expertise, ça vous donne plein de techniques, plein de billes sur comment vous pouvez vous y prendre avec des enfants. C'est des formations qui sont très ludiques parce qu'on joue beaucoup avec les supports. Ok. Autre nous disait la relation patient-client dans son environnement. Oui, ça c'était par rapport à l'intervention initiale. L'intimité de la personne que nous accompagnons te permet de sentir qu'il est une source infinie d'ouverture. Ça c'est Liora, notre collègue Liora. Charles qui nous disait que ça répondait parfaitement. Le travail sur la sensation dans le corps. De me transmettre ce que tu as dit afin que je me l'approprie par mimétisme. Ça, il faut que tu me redises spécifiquement ce que c'est. Ève nous dit, il y avait une question, Ève, tu dis, j'ai une cliente qui anticipe et aussi qui hallucine dans la confrontation, comment poser le diagnostic. Dis-nous ce que c'est, Ève. Si tu es toujours là.
à moins que tu aies disparu. Laetitia, elle disait, je voulais rebondir sur la question de Nathalie, au-delà de la question de confiance en soi, comment faire avec une personne enlisée dans sa position de victime, trauma de l'enfant, trauma de l'enfance. Et s'il y a trauma de l'enfance, c'est autre chose. Ça veut dire que là, la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, est liée au fait qu'il y a eu des expériences traumatiques récurrentes ou des expériences traumatiques fortes qui ont eu un effet sur la personnalité. Donc là, spécifiquement, on parle du trauma complexe. Et donc, s'il y a trauma complexe, c'est normal. Une des caractéristiques qui nous permet de poser le diagnostic de trauma complexe, c'est les questions d'estime de soi, d'image de soi, de rapport au corps. Donc, ça veut dire que c'est des questions qui vont devoir être travaillées, mais devoir être travaillées grâce à l'angle, à l'optique du trauma complexe. Donc, on va devoir aborder différentes expériences qui se sont passées dans son histoire et comment, avec toutes ces expériences, il y a eu apprentissage, comment il y a eu résilience. Et le protocole Mosaïque Trauma Complexe insiste sur la question de la résilience. Travaille sur les forces, travaille aussi sur les types d'attachements qui ont amené une personne à avoir un attachement évitant ou un attachement insécure. Ça, ce sont les préalables. L'estime de soi ou la confiance en soi, c'est le symptôme, c'est la manifestation externe de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire qui s'appelle trauma. Céline, elle dit, pour l'énéagramme, est-ce qu'on utilise un test? Non, on utilise les compétences de repérage de fonctionnement des clients, c'est-à-dire que vous allez découvrir quels sont les différents types d'énéagramme, la typologie, les ailes, etc., ce à quoi ça renvoie, ce qui vous donnera différents profils. Et ces profils, vous allez apprendre au fur et à mesure à les repérer au cours de la rencontre, au cours d'un entretien. La richesse, à la fois, c'est de le penser d'un point de vue transpersonnel aussi, spirituel, énergétique, c'est ce que nous amène Philippe, mais aussi de le penser avec tous les outils, les concepts de la PNL, c'est-à-dire les métaprogrammes, la notion des stratégies, etc. Donc, ça vient se nourrir de ces deux approches. Donc, on pourrait dire un côté spirituel, énergétique, et puis le côté de la PNL. Et Philippe est fort formé aussi en PNL. Et moi, je serai là présent pour faire des ponts avec la psychopatho, pour se dire, bah, tiens, quand on voit une typologie de ce type, ça fait penser aussi au processus que l'on retrouve chez un patient qui présente un trouble obsessionnel compulsif, parce que le rapport aux émotions, parce qu'il va mettre de la dissociation, parce qu'il y a un métaprogramme détail, parce qu'il a un métaprogramme procédure, parce que ça. Donc, c'est vraiment une grille de lecture complémentaire. Peut-être je peux compléter aussi, Guillaume? Avec plaisir, vas-y Philippe. Par rapport aux tests, en fait, les tests, en général, ils ont tendance à se baser sur des comportements. Souvent, c'est comme on fait tel ou tel type de comportement, donc on appartient à tel ou tel type de catégorie. Moi, ici, ce que je propose, c'est qu'on aille derrière le comportement. En fait, parce qu'un comportement, il peut être motivé par plein de motivations différentes. Donc, c'est pas parce qu'on se comporte de telle ou telle manière qu'on a tel ou tel type de personnalité. On va plutôt aller l'entendre à travers les motivations qui nous motivent derrière ces comportements. Et en plus, je trouve que c'est moins enfermant. Qu'un comportement, on a tendance à s'enfermer un peu dedans, alors que là, ça manque d'ouverture sur, tiens, c'est quoi les différentes motivations que j'ai à l'intérieur, les différentes façons de voir le monde qui me permettent peut-être d'avoir ces comportements, mais surtout, et aller voir après, avec telle manière de voir le monde, comment je fais pour y arriver dans certaines situations, et comment je fais pour ne pas y arriver dans d'autres, comment je peux faire pour y arriver. Parce que, comme le dit Guillaume, on a tout déjà en nous, en fait. Donc, le tout, c'est juste aller chercher, c'est quoi les façons de voir le monde, donc nos expertises intérieures, qui vont nous permettre de nous sortir de la situation dans laquelle on est. Voilà, je ne sais pas si ça te permet de compléter un peu plus. Si ça avait été uniquement comportemental ou symptomatique, je n'aurais pas proposé à Philippe de venir, parce que ce serait
non pas que ce soit pas intéressant, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, des modèles qui fonctionnent comme ça, mais là, on a vraiment la question du transpersonnel qui est accessible à travers cette lecture-là de l'énéagramme, et ça m'a intéressé, que j'appelle transpersonnel, mais une question de l'énergie et des niveaux de conscience, comme le nomme Philippe. Et ça c'est une vraie richesse, ça donne vraiment une ouverture pour l'accompagnement. Et puis, il y a cette question qu'il attrape par la PNL des processus, ce qui fait qu'on n'est vraiment pas surclassifié, dire tiens un 6, tiens un 4, tiens un 7 et tout ça, et qui écrase la personne, même si ça nous donne envie très vite de dire un tel est 4, un tel est 6 et tout ça, mais plutôt de voir la palette des possibles, et il est tous les numéros et même ceux qui n'ont pas été encore inventés là aujourd'hui, mais il est cette combinaison unique au monde de tous ces numéros avec une tendance pour certains modes de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'en ayant le repérage de ce qu'il fait et qui des fois est limitant, comment on l'aide à s'enrichir par d'autres processus, et c'est ça. Et comment la connaissance aussi de nous-mêmes en tant que praticiens nous amène à comprendre comment on est limité avec certains clients ou comment on peut s'y prendre des fois, nous, autrement, en travaillant sur notre propre façon d'être à l'autre, d'être au monde, etc. Merci Philippe pour la remarque. Et peut-être, il y a encore Laetitia, il y avait une Laetitia Leblanc. Tu es là, Laetitia? Toujours? Oui, je suis là. Allez, vas-y Laetitia, alors. Dis-nous, redis-nous ta question. Ma question, c'est qu'en fait, j'ai une patiente qui a des traumas dans l'enfance et qui s'enlise en fait un peu dans cette position. Alors, elle est consciente qu'elle a fait beaucoup de chemin parce qu'aujourd'hui, elle a une vie normale, je veux dire. Donc, elle est passée par des phases très difficiles. De décompensation avec alcoolisme, avec des périodes d'errance difficiles. Et aujourd'hui, c'est la vie de Madame Tout-le-Monde qu'elle vit. Mais avec toujours ce poids, le problème pour elle, c'est les relations amoureuses. Voilà, et c'était son trauma, c'est un inceste. Et donc, les relations amoureuses sont problématiques. Et il y a à côté de ça une anxiété, un trouble anxieux qui s'est développé où le monde est dangereux et en même temps, elle est persuadée que c'est une relation amoureuse qui va venir résoudre tous ses problèmes et elle se fourvoie à chaque fois dans ses choix. Et là, aujourd'hui, elle n'est que dans la redite systématique de son histoire et à rejeter la faute sur son agresseur, ses parents, ses relations qui n'ont pas fonctionné, etc. Et en fait, malgré la conscience du chemin qu'elle a pu parcourir et la réactivation de ses ressources, elle replonge dedans et en mode mais j'ai fait tellement d'efforts, aujourd'hui, j'en peux plus. Ok. Tu es psychologue? Oui. Pardon. Oui, parce qu'on se connaît pas. Oui. Ok, super. Et donc, je connais Mosaïque. Voilà. Ok. Ouais. D'accord, parfait, Laetitia. Dans ton discours, il me semblait, mais c'est pour ça que je voulais avoir confirmation. Donc, moi, j'entends plusieurs choses, Laetitia. J'entends qu'il y a l'expérience du trauma dans l'histoire, une expérience traumatique suffisamment marquante d'inceste, tu as dit. Oui. D'accord? Donc, ça veut dire l'expérience d'agression sexuelle dans le milieu familial. Oui. OK? Donc, ça veut dire que ça désorganise, premier point, ça désorganise les relations fondamentales, puisque en termes de structure, d'accord, de filiation, les parents, les grands-parents, les parents et puis les enfants, et ben, si c'est le grand-père ou si c'est le père ou la mère ou l'oncle. C'est un cousin. Un cousin, c'est pareil, ça veut dire des choses qui pouvaient, alors cousin comme ça, mais c'est des choses qui viennent se chevaucher, qui viennent s'écraser, d'accord, en termes de génération. C'est venu faire une agression au niveau du corps, donc ça a fait des marquages et ça a marqué qu'il y a un danger dans le lien à l'autre, parce que là où normalement il doit y avoir une sécurité fondamentale au sein de la famille, ben, cette sécurité, elle s'est retrouvée malmenée du fait que le danger, l'agression s'est fait en intrafamilial. Donc, puisque cette sécurité de base, elle a été attaquée, tous les autres liens, comment pourront-ils être sécures
dans la mesure où là où ça doit être fondamentalement sécure, ça ne l'a pas été. Donc ça, c'est le premier point que je remarque. Ensuite, c'est une personne qui vient et qui cherche à établir du lien et qui vient pour travailler avec toi. Donc ça, c'est super parce que je me dis, quelqu'un qui a vécu l'expérience, et je lui partagerai, quelqu'un qui a vécu l'expérience qui est celle que vous avez vécue et qui vient quand même consulter et qui souhaite avoir des relations de couple avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui croit que le changement est possible, qui croit que tout ce qui s'est passé à un moment ne va pas se répéter indéfiniment. Ça pourrait être différent. Donc, je lui soulignerai que si elle est là, même si elle ne sait pas comment s'y prendre, même si des fois elle n'y croit plus, pour autant, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle pense que quelque chose de différent est possible. Donc, je lui dirai ça. Ça pour poser des balises, je pose toujours des balises solides pour voilà, des points d'ancrage. Et après, je travaillerai avec elle sur le fait que vous avez essayé, et ça ne marche pas, et toujours les autres font que ça ne fonctionne pas. OK. But conscient. Si aujourd'hui, madame, vous savez que dans 10 ans, ça sera exactement pareil, vous n'aurez toujours pas confiance dans les autres et vous aurez toujours l'idée que vous faites et que ça ne marchera pas, alors que décidez-vous aujourd'hui? Si vous êtes certaine que dans 10 ans, ça sera toujours la même chose, alors quel est le choix que vous faites aujourd'hui? Ça ne sert à rien de continuer encore 10 ans en sachant que ça sera la même chose. Prenez une autre décision aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut être différent, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Avec ce point d'attention aussi que j'aurai, Laetitia, c'est ce qui s'est passé dans son lien de son histoire et qui s'est répété avec les autres ne peut pas ne pas se répéter avec moi dans l'espace de la thérapie. Ça veut dire que si elle n'a pas pu avoir confiance en l'autre, il y avait trahison par rapport à l'intime, alors ce risque de trahison par rapport à l'intime, il est ramené dans le lien avec toi. Et peut-être que ça ne fonctionne pas, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, etc. Ce sont autant de préalables qui indiquent qu'elle ne peut pas aujourd'hui, tant qu'elle n'a pas un sentiment de confiance, de sécurité fondamentale avec toi, suffisant, parce qu'elle en a un, sinon elle ne viendrait plus. Mais tant que ce n'est pas suffisant, elle ne peut pas passer à autre chose parce qu'elle sait que si ce n'est pas suffisant et qu'elle passe à autre chose et que toi, tu n'es pas suffisamment fiable, pas lié à qui tu es, mais lié à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle croit qui va se passer par rapport à son histoire, alors elle ne peut pas s'engager au changement. Donc, le premier travail que j'aurais envie de faire avec elle, ce serait de lui montrer en quoi je suis quelqu'un de fiable. Et pour ça, je lui témoignerai de ça, de ce que je viens de dire. Je lui dirai en même temps, vous me faites confiance en venant régulièrement, mais est-ce que vous avez suffisamment de confiance en moi et est-ce que vous avez suffisamment confiance en moi? Et bien, elle me dirait sûrement, oui, j'ai confiance en vous et tout ça. Mais je lui dirais, ça ne suffit pas. Parce que là, vous faites confiance en lien à quoi vous me faites confiance? Le fait que je sois une femme, que je souris, que je sois gentille, que mon bureau soit joli, soit bien rangé, lié à quoi? Il faut que vous ayez des arguments plus valides, plus puissants pour que vous ayez confiance en moi. Donc, trouvez des arguments qui montrent que vous avez raison de me faire confiance, parce que peut-être je suis un monstre. Mais vous ne le voyez pas parce que vous appuyez à mon visage, à ma couleur de cheveux, à mon costume noir, à mon bureau, à mon ci, ça, et donc au fait que je sois psychologue, et donc vous m'attribuez de la confiance. Non, il faut que vous ayez des arguments qui prouvent que vous pouvez me faire confiance. Donc quoi? Cherchons-les ensemble. Et là, tu vas faire comme l'avocat du diable et quand elle va dire, ben ça, par exemple, oui, mais peut-être ça, c'est juste un costume que j'ai mis, mais en fin de compte, d'habitude, je suis habillée toute trouée, toute déchirée, toute sale et tout ça. Là, c'est juste pour vous berner, peut-être que j'ai fait ça. Et elle va dire, oui, mais non, parce que je vois vos cheveux sont entretenus, je vois que vous avez fait des mèches un petit peu, quelques mèches sur le côté, je vois que vous avez choisi des lunettes qui sont à la fois rondes et en même temps un peu carrées, donc vous avez cette attention, ce souhait de ça, je vois que votre bureau, il y a des couleurs harmonieuses, donc il y a quand même de l'harmonie, il y a un soin à l'environnement, il y a un soin à l'esthétique.
Ben, je dirais oui, vous avez raison pour le bureau, mais peut-être je n'ai pas de soins pour les humains. Mais ce n'est pas possible parce que vous m'avez accueilli comme ça, vous m'avez dit ça, vous avez pris soin. Et là, elle va donner des arguments comme quoi elle peut te faire confiance. Et là, tu vas lui dire, maintenant, quand vous allez rencontrer un homme parce que vous voulez être en couple, il ne suffira pas qu'il soit sympathique, beau, gentil ou tout ça. Il faudra qu'il monte patte blanche. Donc, on va relire les petits chevreaux et tout ça, et on va devoir attribuer patte blanche, c'est-à-dire des arguments comme quoi elle peut vraiment faire confiance à l'autre. En sachant que des fois, il se passe des choses qui nous échappent, bien sûr, dans la vie, et ça, c'est la réalité. Mais elle est suffisamment confiante en elle pour encore se risquer face à l'imprévu et l'inconnu. Par contre, il lui manque des arguments fiables d'appui, et c'est sur ça que j'aurais envie de travailler. En premier, dans le lien avec moi, le praticien, et après, je le travaillerai dans le couple. Et Igrine nous dit ça, parce qu'on va arriver à la fin. Igrine, elle dit comment éviter que l'histoire du client ait une résonance en moi. Surtout pas, surtout pas. Je veux que l'histoire du client ait une résonance en moi. Sinon, je suis un logiciel de Microsoft. Je veux que ça résonne. Ça veut dire que s'il n'y a pas de rencontre, si je ne suis pas troublé, si je ne suis pas ému, si je ne suis pas bousculé, il n'y a pas de rencontre d'humanité à humanité. Rappelez-vous, le petit prince avec le renard. C'est parce qu'ensemble, ils ont des points de jonction et ils sont émus l'un l'autre par l'autre, qu'à ce moment-là, il y a eu rencontre et il y a eu apprivoisement. S'il n'y a pas de rencontre, si on ne laisse pas rentrer en soi l'humanité, l'intime de l'autre, alors c'est une transaction. C'est une transaction financière, c'est une transaction technique. Mais non, la thérapie, qui n'existe pas, comme je vous l'ai dit, mais la thérapie, c'est la rencontre d'humanité à une humanité. Donc, je veux cette résonance, je veux savoir où ça me trouble. C'est l'exemple de Valérie tout à l'heure qui est là où le patient dit et se plaint, se plaint, se plaint. Là où elle a envie de faire des grands pas, elle a envie de bouger, etc. Oui, mais ça, c'est Valérie. Ça caractérise Valérie. Donc, elle est touchée dans le fait qu'elle n'aime pas que ça soit lent, que ça avance pas, que ça piétine. Mais c'est ça. Elle est convoquée dans cet endroit-là. Et c'est la sagesse, c'est le jour où elle aura mon âge, quand elle sera vraiment dans cette vieillesse-là, qu'elle atteindra la sagesse. Pour l'instant, elle est trop jeune. Elle est trop jeune pour ça. Il est l'heure bien avancée, il me semble. Je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour cette fois-ci, puis on refera encore comme ça des temps de questions-réponses. J'espère que ça fait sens pour vous de faire aussi ces temps de questions-réponses. Si ça fait sens, bah, dites-nous-le. Envoyez-nous des mots là-dessus pour qu'on sache si ça c'est pertinent, peut-être des thématiques que vous avez envie de voir aborder. On a fait l'entretien, on a parlé des tâches, des stratégies. Donc, s'il y a d'autres choses que vous voulez voir aborder, ben, partagez-le. Et puis, n'hésitez pas à aller faire des commentaires, à liker sur les réseaux, on a besoin de ça. Et puis, sur YouTube en particulier, on développe fort la chaîne. Puis alors, à bientôt, j'espère, avec Philippe, voilà, pour que vous le rencontriez, que vous découvriez l'énéagramme. Et dans les grandes nouveautés aussi là, de séminaires que je reprends ici, mais en France, ça va être l'éco-psychothérapie, c'est-à-dire le travail thérapeutique avec le médium nature. Donc, ça fait partie des formations en thérapie humaniste, en thérapie transpersonnelle, mais où on s'appuie sur l'environnement naturel, sur les plantes, sur la forêt, sur comment l'environnement naturel, on peut l'utiliser au service de nos patients et en rapport avec leur psychopatho. Ce n'est pas juste d'aller se promener et vivre la nature, c'est d'aller utiliser la forêt, l'eau, les plantes, le travail de conscience, etc., dans un environnement naturel pour accompagner les pathologies. Donc, ça aussi, on le fera dans le courant du premier semestre. Merci beaucoup pour Guillaume. présent. Merci Daniela. Et puis à très vite de vous retrouver. Merci. À bientôt. Plaisir. Merci Guillaume. À la prochaine fois. À bientôt. Au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir Véronique, Karine. À bientôt Philippe. À bientôt Guillaume. Merci pour vos questions. À bientôt.